Bienvenue à tous donc à ce webinaire sur les conduites addictives. Donc un webinaire qu'on a préparé avec l'association Addiction France. Je vous reprécise les objectifs de cette première séquence et puis je vous redis d'ores et déjà qu'il y a une deuxième séquence la semaine prochaine, donc jeudi 16 novembre à 11 heures, qui sera davantage axée sur les lieux ressources en addictologie. Et donc pour aujourd'hui, ce qui va nous occuper pendant une heure, c'est un petit peu voilà, les principes, les concepts de base en addictologie, les différents types d'usages et la notion de déni, et puis les addictions avec ou sans produit. Vous allez pouvoir donc poser des questions dans la fenêtre de chat que moi je relayerai à Madame Raison, donc Camille Raison, qu'on accueille aujourd'hui donc de l'association Addiction France, qui est chargée de prévention. Je vous laisse vous présenter, dire un petit mot, Madame Raison. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, bah voilà, Camille a raison. Je suis chargée de prévention et formatrice chez Addiction France, particulièrement du coup sur l'antenne du 44. J'aurai l'occasion de toute façon de vous expliquer un petit peu qui est Addiction France si vous ne connaissez pas l'asso et comment on fonctionne. Merci. Donc on va tout de suite démarrer avec un quiz. Donc je vais arrêter le partage d'écran et puis lancer un sondage avant d'en venir justement aux questions de définition. Normalement, vous allez avoir un sondage qui apparaît et je vous invite à commencer à répondre au sondage. Donc avec quatre questions. Une première question sur l'addiction, c'est la consommation de substances, vrai ou faux? Une seconde question, nous ne sommes pas tous égaux devant l'addiction, vrai ou faux également. La troisième question, une personne alcoolodépendante n'est pas capable de travailler, vrai ou faux. Et puis la quatrième question, à quoi peut-on être addict? Du coup, la quatrième question, peut-être on peut la voir un peu après, déjà en ayant abordé les trois premiers points peut-être. Ok, Je vais présenter un petit peu l'association, ça introduira un peu tout ça, mais on reviendra en lien avec les questions de toute façon. Ça vous laisse le temps effectivement de pouvoir y répondre, de réfléchir à tout ça. Je vais ok. partager du coup moi mon écran. Oui, Ok. Attendez, que je me trompe pas. Euh, je pense que du coup, oui, donc alors là, vous devez voir mon écran normalement. Ça doit être bon. Vous voyez bien? alors pour l'instant, on voit pas le document, Madame Raison. On voit votre fond d'écran, mais on voit pas le document. Zut, parce que moi, du coup, affiché que ça vous le projette. Est-ce que c'est bon comme ça? Ça y est, effectivement. Ah, d'accord. Bon, Ouais. excusez-moi, c'est une première pour moi. Pas de souci. Alors, Alors, pendant ce temps-là, il y a des réponses au sondage. On est à 20 ouais, réponses pour l'instant, c'est bien. 21 réponses. Donc, peut-être qu'on vous laisse encore 30 secondes pour y répondre et puis on va pouvoir afficher les résultats du sondage. Tout à fait. Puis ça nous permettra un petit peu de lancer ensuite la présentation. Vous pouvez vous mettre en mode diaporama, Madame Raison, Oui. en cliquant normalement en bas. Vous avez une petite fenêtre sur votre PowerPoint pour que ça passe en diaporama. Ouais, on va mettre comme ça, en fait. Exactement, super. Voilà. Et ben voilà, on a 26 réponses au sondage. Je vous propose qu'on va mettre fin au sondage et puis on va montrer les résultats. Ouais. Vous allez pouvoir commenter, Madame Raison. Vous devez voir normalement les résultats qui s'affichent. Euh, Alors oui, tout à Ça fait. y est. Je les vois. Ok. Effectivement. Donc, La première question, donc l'addiction, c'est la consommation de substances. Donc vous êtes 10 à avoir répondu oui et puis 18 à avoir répondu faux. bien oui, effectivement, c'est pas tout à fait vrai puisque ça ne concerne pas uniquement, finalement, ça ne se définit pas uniquement à la consommation de substances, puisqu'il va y avoir l'apparition également des addictions comportementales, puisque l'addiction, elle, on va le voir, je vous présenterai une définition, une explication un petit peu de ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça se définit et ça se concrétise comme l'impossibilité de renoncer à un comportement ou une consommation dont on connaît les dangers potentiels et ou
il y a de l'apparition de conséquences négatives. Donc, c'est en ce sens-là, c'était un petit peu une petite question piège. Ça peut être la consommation de substances, mais pas que. Donc, pour les 18 qui ont répondu faux, vous avez raison. Ok. Alors la deuxième question, donc nous ne sommes pas tous égaux devant le risque d'addiction. Donc là, on a 93% de vrai et 7% de faux. Ouais. Alors, donc, c'est bien les 93% de vrai, effectivement, hein, totalement. On n'est pas tous égaux parce que physiologiquement, ça repose le mécanisme de l'addiction sur un besoin de dopamine et cette hormone qui est libérée naturellement par des récepteurs qu'on a en nous, en fait, chez certaines personnes pour des raisons physiologique, psychologique, familiale, sociale, voire même jusqu'à génétique pour certains, et ben c'est pas des doses qui peuvent être naturellement produites et on va venir possiblement chercher à les stimuler artificiellement à travers des pratiques ou des consommations. Et donc face à ça, effectivement, on n'est pas tous égaux du tout. Ok. Et alors la troisième question, une personne alcoolodépendante n'est pas capable de travailler. Alors là, on a 100%. Vous êtes tous d'accord pour dire que si une personne alcoolodépendante peut travailler. Super, c'est très bien. Donc effectivement, totalement. C'est une idée reçue qu'on entend régulièrement, nous, sur le terrain, en accompagnement. En tout cas, c'est quand on pense qu'une personne alcoolodépendante n'est pas en capacité de travailler, on se trompe effectivement. Vous êtes totalement, vous avez bon hein, de toute manière, puisque on peut travailler justement sur une alternative à l'abstinence, parce que pour certaines personnes, ça ne sera pas possible, pas atteignable, et ça mettra même plus en danger ou en risque, et ça favorisera pas du tout l'insertion. Euh, et donc, du coup, ça peut être des consommations qui vont être rythmées, ritualisées, accompagnées, diminuées pour le risque de la santé aussi, mais ça n'empêche pas la personne de pouvoir travailler, bien évidemment. Ok, merci. Alors du coup, pour la quatrième question, on y reviendra après. Je vous laisse poursuivre, Madame Raison. Oui, on reviendra sur la quatrième question après parce que, en fait, ces petites questions, du coup, elles vous permettent un petit peu d'introduire ce sur quoi on va travailler ensemble cette heure-là donc, et le prochain webinaire. Et peut-être avant, suite à ces questions, je vous invite du coup à, à écouter la présentation pour que vous puissiez comprendre un petit peu bah, moi qui je suis, pourquoi aujourd'hui on se retrouve en webinaire ensemble, dans quel contexte j'interviens, qui est Addiction France. Pour certains d'entre vous, peut-être vous en avez entendu parler, peut-être même vous travaillez déjà avec Addiction France. En tout cas, je me permets de faire la présentation. Donc, on va... euh, hop, je passe. Donc, Addiction France, c'était anciennement l'association ANPA ou ANPA, ça dépend de comment on le prononce. C'est toujours la même asso, c'est juste qu'on a changé de nom, Addiction France, parce que finalement, ici, ça représente beaucoup plus le côté généraliste, à savoir le côté consommation substance, mais aussi consommation comportementale. Ça concerne les usagers et l'entourage, et on existe depuis 1872. On intervient euh, aussi bien donc dans le soin à travers des centres de soins en addictologie, des XAPA, mais également des services de prévention, comme aujourd'hui, moi par exemple, aujourd'hui je suis chargée de prévention, donc je suis dans une antenne de prévention où j'accompagne différents organismes, aussi bien des services des entreprises, des écoles. Ce matin, par exemple, j'étais dans une école de futurs éducateurs sportifs. Donc, je les accompagnais à comment on fait de la prévention sur le territoire, quel est leur rôle en lien avec le milieu sportif, les personnes qu'ils accompagnent, mais aussi des usagers pour certains moments, mais plutôt tourner autour du collectif, des entreprises, un accompagnement sur des protocoles, des réglementations, etc. L'insertion, le festif, le handicap, enfin voilà, c'est les jeunes, bien évidemment. Enfin voilà, c'est très très large. Et on a également des CARUD, des centres de réduction des risques. On aura également l'occasion d'y revenir sur le prochain webinaire. Euh, sur le territoire, en tout cas des Pays de la Loire, alors, c'est ce que, excusez-moi, c'est la prochaine slide, mais j'ai un petit peu commencé à parler de ça. Ça résume ce que je viens de dire, hein. Donc, on travaille pour améliorer la santé en agissant sur les addictions et leurs conséquences. C'est pour ça que le fil rouge, ça va être l'addiction,
mais vous allez vite comprendre à travers ce webinaire que c'est beaucoup plus large et je pense que vous le savez déjà, puisque sinon vous ne seriez pas là en tout cas. Et du coup, effectivement, ça peut toucher l'insertion, ça peut toucher au plus large et on travaille ça également. Euh, voilà, je disais sur le territoire. En tout cas, en France, nous sommes 1600 salariés et on intervient sur tous les territoires. Euh, la Réunion également et plus particulièrement quand même le focus Pays de la Loire où on retrouve 5 équipes de prévention. Hop là, excusez-moi. Voilà, ça passe un peu trop vite. Voilà. 5 équipes de prévention, une par département. Avec, par exemple, pour l'antenne du 44, on est deux et demi euh, à travailler pour tout, en diffusant sur tout le 44 la prévention. 36 salariés au total pour un centre de soins d'addictologie. C'est un petit peu la spécificité pardon, des Pays de la Loire. On n'est pas déployé en masse sur l'Exapa, on n'en a qu'un qui se trouve à La Roche, donc 85. Ce qui n'empêche bien heureusement qu'il y ait d'autres XAPA. Ce sont nos collègues d'Opélia et des Apsiades. Voilà. On a également le dispositif, on est en plein dedans, hein, le dispositif Moi sans tabac, comme vous aurez pu le constater sur la slide. Effectivement, ma collègue, Madame Guittet, est la responsable Moi sans tabac des Pays de la Loire. Vous avez peut-être eu l'occasion d'en entendre parler. Voilà un petit peu, ça c'est la dernière slide de présentation. Ensuite, on va passer un peu plus à, ça passe de slide à chaque fois. Voilà. Après, on va passer un peu plus sur le sujet de la thématique des additions. En tout cas, ça résume réellement nos concepts et nos principes d'intervention. Cette slide-là, elle vous explique que donc on travaille autour des compétences individuelles et collectives à faire des choix favorables pour sa santé. C'est la définition même de la prévention. Prévenir le passage de l'usage à l'usage à risque, le passage nocif au passage de la dépendance, et enfin réduire les risques et les dommages liés à la consommation de substances. Je vous ai mis cette slide-là parce que pour moi, elle a un intérêt puisque, en effet, vous avez un rôle à jouer aussi là-dedans. Vous pouvez vous inscrire dans ce type de mission euh, parce que vous vous sentez à l'aise, parce que vous avez les appétences, parce que vous avez les connaissances. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas restreint pardon, à un monde. On a tous, après nos curseurs, de toute façon, d'intervention, c'est totalement normal. On en reparlera aussi sur la posture. Mais on a tous possibilité de renforcer les choix de chacun, de prévenir des passages à l'usage, à risque, etc. On y a tous le droit et tous cette possibilité également. Euh, je me permets de passer à la suite, du coup, en reprenant donc sur le petit quiz qu'on a eu tout à l'heure. Donc, on est plutôt, vous êtes, voilà, vous avez des très bonnes réponses, donc c'est plutôt chouette. Euh, la dernière question qu'on avait, c'était à quoi on peut être addict. Là, par contre, je ne vois pas les résultats. Zut, peut-être, monsieur. Ouais, dans ces cas-là, je vais partager parce qu'effectivement, elles apparaissaient sur. Il fallait Ah, afficher les détails. Si vous voulez, je vais partager un instant l'écran pour que vous ouais, puissiez les voir les d'accord. réponses. Donc, Pas de souci. effectivement, il y a eu une vingtaine de réponses. Alors, je vous les lis dans le détail. La première réponse était sexe, sport, jeu. Deuxième, alcool, drogue, jeu, sexe. Ouais, Troisième, alcool, drogue, sexe, jeu, etc. Vous voyez, ouais. normalement, vous voyez à Oui, l'écran. je vois bien. Des substances, les aliments, les écrans apparaissent, le tabac, le jeu, une nouvelle fois, le chocolat, Le le chocolat. café. Ok. Donc là, il est question de sucre et de nicotine aussi. Ouais, Le cannabis est nommé, le sport, le ouais. travail, les achats compulsifs, Super. le numérique, téléphone, jeux Ouais. vidéo. Et puis là, pour finir, vous voyez l'adrénaline. On retrouve aussi ouais, donc la pornographie, Mm. le shopping. Voilà, grosso Chocolat. modo, les substances. Voilà ce qui a été mentionné par les participants. Ok, très bien. Super, ça J'arrête me le donne un peu partage un d'écran. aperçu. Oui, moi, du coup, je repartage mon écran, Tout à si fait. je comprends bien. Voilà, c'est toute une gymnastique. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Alors, par contre, j'ai perdu le chat, donc si jamais quelqu'un parle, je ne vous vois plus. Bon, écoutez, je vous fais confiance pour me dire si jamais il y Oui, a quelqu'un pas de qui souci. communique sur le chat.
Les réponses que vous avez amenées sont pour la plupart correctes, il n'y a aucun problème. Euh, Petite quand même précision sur le chocolat. C'est le sucre en fait. C'est pas, voilà, le chocolat, ça va être l'outil qui comporte le sucre finalement. C'est pas le chocolat en soi, mais bien évidemment, on le retrouve pas mal à travers cet aspect-là. Euh, j'ai vu le sport. Là, bah, forcément, je me dois de parler du sport puisque ce matin, je vous ai dit que j'étais avec des sportifs. Donc, le terme exact, c'est la bigorexie. Bon, voilà, ça vous donnera un petit plus de savoir ce nom-là, mais vous avez raison, c'est bien possible. Le sport, les jeux vidéo, les troubles du comportement alimentaire. J'ai vu alimentation, en tout cas, c'est le rapport à la nourriture qui va se jouer ici. J'ai vu travail, effectivement, c'en est achat compulsif, écran, réseaux sociaux, c'est en cours d'officialisation, c'est pas encore officialisé. On y travaille déjà, bien sûr, en accompagnement, mais il faut savoir qu'officiellement, c'est pas encore, il n'y a pas de consensus clair. Voilà. Après, toutes ces choses-là, c'est des addictions qu'on va appeler comportementales. En tout cas, il y a un potentiel d'addiction. D'accord? C'est pas parce qu'on fait qu'on est addict, hein, bien heureusement, mais il y a un potentiel. Et ensuite, on a les substances, et vous l'avez très bien dit, les drogues, eh bien oui, des substances, on va appeler ça des substances psychoactives. On va retrouver toutes celles que vous avez nommées, nicotine, alcool, THC pour le cannabis. Euh, j'ai vu passer opioïdes. Voilà, bon, le sucre, en fait, du coup, est dans cette catégorie-là, même si c'est pareil, le sucre, c'est très particulier en fonction des psychiatres et addictologues. Ils sont pas tous bien d'accord, mais je l'accepte dans cette catégorie-là. Voilà, vous êtes. Du coup, moi, le principal, c'était de partir de vous comme ça sur cette question-là, parce que je voulais avoir un maximum d'éléments pour comprendre où est-ce que vous en êtes, vous, et comme on n'est pas en face à face, c'est quand même plus simple de savoir qui pense quoi pour pouvoir réajuster si jamais il y a besoin. Euh, Là, j'ai vu l'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qu'on vient stimuler. On n'en est pas addict. On vient stimuler possiblement l'adrénaline grâce à une consommation ou une pratique, mais ou en tout cas, ça doit être contrôlé si on s'amène de l'adrénaline. Généralement, c'est un geste médical parce qu'il y a une urgence pour une situation assez grave, mais c'est pas une pratique de dépendance. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et ce qui nous permet de passer à la suite, c'est une très bonne transition pour finalement poser ce que c'est, ce qu'on en retient de tout ça. C'est que donc une addiction, on va entendre... non, pas du tout. Excusez-moi. Ah, c'est un peu compliqué. Voilà. Oui, si, ça nous permet de poser une définition, pardon. Si, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Je vous disais que dans la première question, est-ce que l'addiction, c'est la consommation à substance? Je vous avais répondu que ça se définissait comme l'impossibilité de renoncer à un comportement, une consommation dont on connaît les dangers potentiels. Et bien là, vous avez la définition officielle. Sur cette slide, vous pouvez constater donc que ça se nomme comme l'impossibilité répétée de contrôler un comportement ou une conso et la poursuite de celui-ci malgré la connaissance de ses conséquences négatives. Donc on constate, pas nous d'extérieur, d'accord? Il faut que la personne constate que sa conso, elle ait des conséquences négatives sur plusieurs plans, le plan physique, le plan psycho, le plan sociétal. Il y a plein de choses qui peuvent être impactées. Et du coup, ils veulent essayer, en fait, à partir du moment où la personne observe ça, le constate, souffre de ça, du coup, elle va essayer de mettre en place un système pour réduire, arrêter, et ça ne fonctionne pas et de manière répétitive. Alors, effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser. En tout cas, cette définition-là, elle est officielle. Moi, j'ai rajouté perte de contrôle et perte de liberté. Je trouve que c'est des notions qui sont clés et qui font partie en grande majorité des situations qu'on rencontre sur les personnes en situation d'addiction. Pour la suite de cette slide, je vais vous parler de la dépendance qui se caractérise en fait finalement par les symptômes, ce qu'on va pouvoir observer, ce qui va nous permettre en fait de prendre du recul sur la situation et de se dire, bon,
Là, est-ce que la personne, elle est emprise dans quelque chose où je peux me questionner en lien avec l'addiction ou pas? Parce que il ne suffit pas de regarder la pratique. Par exemple, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, on va pas regarder seulement le temps duré pardon, le temps passé à jouer. On va pas s'en tenir qu'à ça. Il y a plein d'autres éléments à côté à prendre en compte. Euh, Ça ne se définit pas qu'à travers ça. Et donc, on va appeler ça les signaux de dépendance. Ça nous permet de voir un petit peu. Je vous en ai mis trois ici. Ils vont apparaître un par un parce que c'est les trois qui sont les plus faciles, selon moi, hein, toujours selon moi, les plus faciles à constater, à observer, notamment de votre place à vous, quand vous avez un suivi régulier avec une personne. Vous pouvez constater peut-être des symptômes de manque qui se caractérisent ben, par des difficultés, ça peut être des douleurs, ça peut être des marqueurs physiques, hein, transpiration, les yeux rouges dans les excès, voilà, mais juste aussi énervement, agacement. euh, voilà, ça peut se traduire difficilement, enfin, par différentes façons. En tout cas, on va appeler ça des symptômes de sevrage en cas d'absence de la substance ou de l'activité. Ensuite, on a le développement d'une tolérance qui implique donc une augmentation de la dose nécessaire, c'est-à-dire qu'on va parler tolérance slash accoutumance, hein, voilà. On va parler de quelqu'un qui, par exemple, buvait auparavant 3 verres pour ressentir des effets et qui aujourd'hui en boit 6 pour ressentir les effets qu'il avait en buvant 3, en fait. Avant, j'étais à 5 cigarettes, aujourd'hui, je suis à un paquet. Voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est normal, c'est un système, c'est un mécanisme neurologique et on va appeler ça donc l'accoutumance. Et enfin, on a la consommation, quels que soient les signes de destruction physique ou psychique. Ça aussi, malheureusement, on peut être amené à voir ça. Je sais pas, ça peut être aussi banal que j'ai une bronchite, enfin, on est en plein dans le mois sans tabac. Alors j'y vais, hein, je parle d'anecdotes tabac, forcément. Voilà, j'ai une bronchite, mon médecin me dit, bon voilà, c'est pas mal, vous êtes bien atteint, faudrait peut-être réduire un petit peu la conso de tabac ou voire arrêter, faire une pause jusqu'à temps que ça se régule. Impossible de m'arrêter, c'est pas possible, c'est trop compliqué, ça crée du manque, de la souffrance, voilà, c'est difficile pour moi. Je continue alors que je sais que médicalement, c'est pas bon pour moi. Là, on est déjà là-dedans. On est déjà dans une consommation avec des signes de destruction physique. Voilà, ce mot-là, il pèse lourd, mais c'est pour autant, c'est déjà ça. Et j'ai quand même rajouté quelque chose. Je vous ai rajouté que ça vient quand même produire un plaisir ou soulager un malaise. Jusqu'à une certaine phase, c'est très important de le prendre en compte. Il faut bien se dire une chose, c'est que ces produits psychoactifs et ces comportements, ces addictions comportementales, à la base, elles viennent stimuler ça. Elles viennent apporter cette notion-là. Et c'est justement le risque, c'est que ça bascule, en fait, que ça soit plus équilibré, cette zone de plaisir, et en fait, qu'on bascule sur quelque chose où on trouve plus plaisir. On tombe dans quelque chose qui n'est plus agréable parce qu'on a été en quelque sorte écrasé par la substance, par le produit ou le comportement. Et là, on n'est plus dans une maîtrise et une réception équilibrée, comme je vous le disais tout à l'heure, quoi. Souvent, moi et mes collègues, on utilise cette citation de la psychiatre Mara Selvini pour pouvoir aborder un petit peu ces notions, cette définition d'addiction autrement, pouvoir avoir une nouvelle approche. Encore une fois, c'est des éléments je vous donne. Après, voilà, vous voyez si vous êtes à l'aise ou pas. Euh, je nomme que l'addiction, c'est la moins mauvaise solution qu'une personne ait trouvée pour faire face aux situations de sa vie. Donc, en fait, ce qu'il faut en comprendre là-dedans, en tout cas selon moi, c'est que la personne, elle était en difficulté. Elle a trouvé une solution rapide en général. Euh, voilà, le cerveau, il a bien vu que ça fonctionnait bien. Ça lui a apporté un soulagement, une solution efficace. Seulement, malheureusement, nous, de notre regard, on peut voir des fois que c'est pas du tout la meilleure des solutions. Pour autant, ça l'est pour elle sur le moment. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire que elle a cherché à trouver quelque chose pour aller mieux. Donc, à nous de voir si la personne, quand elle est capable, quand elle a envie, bah, de l'amener à trouver une autre solution, une autre possibilité. Parce que peut-être qu'elle n'en avait pas d'autre, en fait. Peut-être qu'on ne lui avait jamais donné
d'autres points de vue, d'autres façons de faire, etc. On a une première question dans le chat, Ah oui, Madame ah Réseau. bah oui, je vois pas, ouais, ouais, bien Ouais. sûr, allez-y. Mm. Donc, alors, la question porte sur le déni. Alors, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous reviendrez après. Donc, Oui, avez-vous des conseils pour aborder la dépendance, l'addiction dans le cas de déni? ouais, vous inquiétez pas, on va y venir très très vite, mais oui, je vais pouvoir répondre à votre question. Ça y est, je reviens de voir le chat, Mathilde. Donc, il n'y a pas de souci, j'amènerai quelques éléments là-dessus. Bah oui, parce que vous avez dû mettre cette question-là quand j'ai dit justement quand la personne est prête. Et vous avez raison, c'est un élément qui est fondamental. Il faut que la personne soit prête et soit OK avec ça, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes, hein, qui sont conscientes de leur conso, mais qui n'ont pas envie. Et dans ce cas-là, eh bien, on ne pourra pas faire à leur place, ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement. Je poursuis, mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Euh, sur la poursuite, eh bien, ici, vous voyez une slide avec les fameux autres éléments qui nous permettent en fait de, d'analyser, j'allais dire diagnostiquer. C'est pas les éduques, etc., qui diagnostiquent, hein. Ça va être des médecins, ça se fait en équipe pluridisciplinaire. Enfin, voilà, mais en tout cas, ça vous donne des éléments. Ça s'appelle le DSM. C'est un outil qui nous permet en fait de pouvoir voir au plus large possible le spectre de la personne. Voilà, on va essayer d'étudier euh, de façon globale la situation de la personne. On la prend comme elle est et on la prend pas uniquement à travers le produit. Et du coup, on constate que ce qu'on va regarder, c'est le temps passé à consommer, le temps passé à chercher la consommation également, ça fait partie de ça, la notion de perte de contrôle, l'incapacité à remplir ses obligations majeures. Euh, on va retrouver aussi le syndrome de sevrage, comme je l'ai nommé tout à l'heure, la poursuite malgré les problèmes sociétaux, juridiques, physiques, l'abandon des activités, l'isolement un petit peu, hein, j'aurais pu mettre isolement, c'est un peu ça. Le craving, c'est l'envie irrépressible. On est prêt à tout quitter là pour aller consommer. Voilà, c'était très pressant, oppressant dans la tête et c'est limite incontrôlable, quoi. Euh, Désir persistant, bah là, du coup, on est dans une outre mesure, c'est que c'est constamment présent, on y pense tout le temps. Ça va pas nous faire forcément tout lâcher, mais par contre, ça nous accompagne tout au long de notre journée. La tolérance, l'accoutumance, on en a parlé tout à l'heure, c'est ça. L'usage dans les situations à risque, les problèmes psycho et les problèmes sociaux. Là, vous avez le panel de ce que vous pouvez observer et constater quand vous avez une personne qui est en difficulté. C'est aussi le panel qui permet à la personne d'elle-même se regarder et se poser des questions. Moi, j'en suis où avec ma consommation? Là-dedans, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai du mal en ce moment à à remplir mes obligations et parce que je passe beaucoup de temps à consommer. C'est aussi des choses en fait qui permettent de questionner, d'aller un peu creuser autour de la personne. Du coup, euh, ça permet d'avoir une vision large et pas restreinte de la consommation. Euh, on va venir au déni au niveau du chapitre suivant où en fait on va parler des raisons d'usage. On on aura l'occasion du coup d'en parler. Est-ce que là on va passer à autre chose? Je vous ai un petit peu défini du coup rapidement ce que c'était l'addiction. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous dire là? S'il y en a, vous pouvez vite me les écrire sur le chat. Sinon, bah, on y reviendra après. En tout cas, n'hésitez pas là à me dire si jamais il y a quoi que ce soit. Alors, je passe à la suite. Euh, donc, on va passer aux raisons de l'usage. Euh, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous demander de répondre à une question. On va essayer de le faire en visio. C'est la première fois que je fais ça. Je vais vous demander de répondre à cette question qui est la suivante. D'après vous, qu'est-ce qui amène une personne à consommer? Selon vous, là comme ça, un mot, le premier truc qui vous vient à l'esprit, je vous invite à le mettre dans le chat. Alors, et je les lis, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Mal-être, ennui, ouais. Environnement, le manque, oui. Traumatisme, aspect social, le fait de faire comme les autres, l'influence un petit peu, ouais. Les angoisses, la santé mentale, la tristesse, la souffrance, les bénéfices, oui.
On a parlé de plaisir tout à l'heure, hein, donc c'est très bien. La fuite des problèmes, la peur, les soucis perso, le mal-être, la souffrance, les traumatismes, décès d'une personne proche, un événement, l'appartenance à un groupe, mal-être, souffrance, on le revoit à nouveau, désespoir, mal-être. C'est terriblement triste, là, vos mots tous, mais c'est effectivement ce qui nous vient en premier, hein, donc voilà. Parce que quand même, je précise, je vous ai pas dit de penser tout de suite à un truc, une consommation. Je vous ai pas forcé à penser à une consommation extrêmement poussée dans la dépendance, hein. On aurait pu penser juste quelqu'un qui consomme comme ça. Euh, mais, euh, mais je comprends. C'est souvent ce qui vient en premier, tous ces mots-là. Mais on voit aussi la fête festif, effectivement. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas encore vu. Sur la fin, Ah, ça effectivement. y est, vous avez réagi quand j'ai dit ça. Vous vous êtes dit, oh là là, faut qu'on mette un truc bien quand même. Enfin, bien, je veux dire gay, parce que L'envie de oui, s'amuser, de se désinhiber, lâcher prise. voilà. Et puis, il y en a qui parlent de la société aussi. Ouais, La carrément. perte de sens, se sentir mieux. Ouais. Ouais. Super. Bon, alors tous les éléments que vous m'avez donnés, vous allez voir, ils ont du sens puisqu'ils vont venir un petit peu se poser sur ce que je vais vous présenter ensuite. En fait, voilà pourquoi je vous ai posé la question. Un triangle. Peut-être que quelqu'un le connaissait déjà, ce triangle-là, puisque peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait des formations, ou ont déjà eu des sensibilisations à cet égard. En tout cas, on va retrouver le triangle d'Olivenstein. Donc, c'est un triangle avec ses trois côtés, logique, le côté produit, le côté individu et le côté contexte. Quand on parle de produit, on va retrouver les caractéristiques propres du produit, à savoir sa façon d'être consommé, son goût, son accessibilité et son effet. L'effet du produit, pas celui qu'on veut, vraiment son effet à lui. Ensuite, on a l'individu qui, donc là, c'est ce qui nous appartient à nous, qui ressemble en aucun point au voisin. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va nous toucher à proprement parler, ça va être notre estime de soi, notre image, notre façon de rentrer en relation avec les autres, euh, notre histoire de vie, notre parcours, nos particularités physiques, si on a des maladies ou pas aussi. Voilà, tout ce qui s'apparente à notre être à nous, quoi. Et enfin, le contexte et l'environnement, là, c'est l'entourage, les us enfin, culture et coutumes, voilà. Ça va être effectivement le milieu professionnel, le milieu où on grandit, où on évolue, la société, vous avez raison de le dire, c'est bel et bien, ça a un fort impact aussi. Et donc, dans ce triangle-là, en réalité, si je vous avais posé cette question-là en face à face, je vous aurais dit de l'écrire sur un post-it et de venir les positionner sur ce triangle. Et là, je vais me permettre de le faire avec vous parce que on se retrouve en visio aujourd'hui, mais vous me dites si je me trompe. Ce que vous me nommez, bah, carrément, il y en a qui m'ont mis environnement en contexte. Donc là, on positionne tout de suite sur cette partie-là, sur cette partie contexte environnemental. Quand j'entends mal-être, stress, pour essayer, la curiosité, la curiosité de chacun, le décès d'une personne, un traumatisme, je reprends vos mots, hein, la tristesse, la santé mentale, les angoisses, etc. Il y a énormément d'ailleurs dans ce que vous nommez de facteurs, enfin en tout cas ce qu'on peut positionner dans individu. Peut-être quelques notions dans le produit. Je voyais bénéfices. Ça peut être les bénéfices du produit uniquement. Je ne sais pas, peut-être. On pourrait le mettre ici. Euh, le fait d'être curieux, c'est pareil. Souvent, on hésite, on se dit peut-être curieux, c'est entre l'individu. Moi, je mettrais ça là, par exemple, le curseur de curiosité, chacun en a un bien différent. Et en même temps, ça peut être la curiosité d'un produit parce qu'il a un goût qui attire, parce qu'il a une odeur, quelque chose qui, voilà. Du coup, je comprendrais qu'on le mette aussi entre les deux. Mais en tout cas, je pense que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que la majorité de vos mots s'inscrivent dans le bas de ce triangle, à savoir l'individu et le contexte. Alors que quand on aborde cette notion, cette thématique d'addiction, on va avoir une tendance, parce que c'est dans nos cultures, parce que c'est dans nos façons de voir les choses, dans nos représentations, un petit peu focalisé sur cet aspect produit. On va regarder ça, on va s'inquiéter pour la personne. Enfin, si je vous dis que je viens vous voir pour travailler une insertion pro, vous me demandez pour X ou Y raison, on en arrive à parler des consommations et je vous dis, bah ouais, je consomme beaucoup de tabac, je suis grosse fumeuse, voilà. Si je vous avais dit, bah ouais, je consomme beaucoup d'alcool,
on n'aurait pas peut-être vu la chose de la même manière. Alors, parce qu'il y a des conséquences en lien avec vous, votre mission, vous allez avoir avec la personne, mais aussi, là, moi, là où je veux en venir, c'est se détacher de ça et aussi en pensant à la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on ne visualise pas, quand on travaille en médico-social, en addicto, la personne à travers sa consommation, mais on va la voir, enfin, il n'y a pas de drogue dure et de drogue douce, on va la voir, comment la personne elle consomme, où elle en est dans sa conso, euh, et qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Pourquoi le produit vient répondre à quelque chose, une solution, pourquoi ça apporte ça. Je me perds un peu dans mes mots, mais voilà. Du coup, euh, si vous voulez plus succinctement, ça va être un process qui se caractérise exactement comme ce triangle, où un individu, avec ses fragilités, ses vulnérabilités et ses forces aussi, va être dans un contexte qui va le rendre plus ou moins vulnérable également, va rencontrer un produit qui va répondre plus ou moins fortement à ses moins, à ses baisses, à ses vulnérabilités. Et ça peut engendrer une reconsommation parce que c'est un petit cercle vicieux, en fait, ça tourne et ça répond, ça répond. Exercice que je donne souvent et que j'ai eu la dernière fois là, aussi bien des professionnels que des usagers, c'est de se dire, se poser, une fois qu'on est conscient de sa conso, qu'on veut avancer, on se dit, bah ouais, mais ça me bloque toujours, etc. À la limite, les premières questions qu'il faut se poser quand on est né à ce stade-là, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui chez moi en tant qu'individu est mon plus, me protège, me renforce, pour lequel je suis fière et conscient que ça fait partie de moi et que voilà, je me sens bien avec ça. Et quelle particularité me rend plus vulnérable? Est-ce que c'est mon image de moi? J'ai du mal, c'est vrai que l'estime de moi, c'est compliqué. Gestion des émotions, c'est pareil. J'ai tendance à vite péter un plomb, je ne sais pas trop me réguler. En plus, je suis dans un contexte où, dans le moins, toujours moins plus, contexte sous pression, ça me fout les boules. Le boulot, ça ne va pas du tout. C'est pas ce que j'aime, on me fout la pression, etc. Par contre, j'ai de la chance. J'ai une famille qui est très encourageante, qui m'entoure bien. J'ai un professionnel en insertion à côté de moi qui me prend des nouvelles, qui m'interroge, etc. Mais le produit, moi, je le vois comme un déstressant. Il m'apporte du plus. Franchement, il me fait du bien, il me soulage. OK. Par contre, en moins, bah voilà, il me fait du mal au niveau de ma santé. Il fait que je me réveille pas pour aller au boulot, etc. Mais en même temps, dans l'individu, quand on va, quand on va voir avec cette personne qui se sera mis que son estime de soi et ses émotions, c'est difficile à réguler, si on lui pose la question de, à part le produit, du coup, qu'est-ce qui aide à ça? Bah, la plupart des personnes n'ont pas la réponse parce que soit elles n'ont jamais appris à faire autrement, à faire face aux situations de la vie, en fait, différemment, à comment on alterne ça, parce que ça peut faire du bien, hein, de temps en temps, d'aller boire un verre pour se décompresser, sauf que ça ne doit pas être uniquement cette solution-là. On doit varier les plaisirs, on doit varier les modalités de s'en sortir, d'apporter des solutions différentes. Et du coup, ce format-là, il permet de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir une première approche, une première discussion. Ça peut être juste un support d'échange. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est difficile en visio, comme je ne vois pas, mais bon, j'espère être claire. En tout cas, sachez que ce triangle, vous pouvez le retrouver si vous êtes curieux sur des recherches, sur ces thématiques addicto. Et puis là, je vous le diffuse également de manière générale. Ah bah super, j'ai vu Florence me dire c'est très clair. Bah, c'est très bien, merci. Eh bien, en tout cas, là, je vous le remets de manière générale, puisque vous n'aurez pas les mots que vous vous êtes mis dans le chat. Donc, vous retrouvez effectivement les facteurs familiaux, antécédents, les influences entre les pairs, etc. Effectivement, ça en fait partie. Et en fait, quand la balance du moins, elle pèse plus lourd que la balance du plus, ben, on a beau avoir des effets protecteurs, des fois, ça ne suffit pas à affronter, à être confronté à des situations de vie qui nous mettent en difficulté et qui malheureusement, en plus, nous amènent à rencontrer pour X ou Y raison des produits qui vont engendrer des solutions rapides, efficaces, parce que le cerveau, des fois, il est un peu feignant. Il cherche la rapidité du plaisir, l'accessibilité au soulagement le plus rapidement possible. Et malheureusement, quand on n'est pas assez armé, eh bien des fois, bah, voilà, c'est la solution. C'est souvent comme ça, en tout cas. Après, il y a autant de dépendance qu'il n'y a de personnes dépendantes. Voilà, c'est aussi la chose que je voulais vous dire. C'est que je vous dis que c'est un process, oui, c'est un process, mais par contre, ça n'empêche que chacun est différent, que chaque triangle appartient à chaque personne. Ce triangle-là, il n'est pas anodin puisque c'est ce qui régit un petit peu notre façon de faire sur le terrain. Euh, Ici, vous allez retrouver dans les facteurs liés au produit tous les professionnels de la santé. Euh, alors,
psychiatres, dictologues, infirmiers, etc. Dans les facteurs individuels, vous allez retrouver tout ce qui est psychologue, euh, tout ce qui va être éducateur aussi spécialisé, sont un petit peu là-dedans aussi. Vous allez avoir également les hypnothérapeutes, les art thérapeutes, tout ce qui vont travailler sur la personne, l'individu. Et ensuite, les facteurs environnementaux, vous retrouvez les professeurs, les travailleurs sociaux. Et en fait, on a tous un pied partout, hein, de toute façon, mais euh, on appartient quand même à une de ces catégories-là qui permet de travailler en globalité avec la personne. Et vous, en tant que professionnel, vous avez aussi votre place là-dedans. Vous avez votre rôle à jouer jusqu'à un certain niveau, d'accord? Euh, on est bien clair là-dessus. Vous avez chacun vos missions, mais vous pouvez apporter ça, et c'est pas pour ça, c'est pas pour rien d'ailleurs que vous êtes là aujourd'hui sur ce webinaire. C'est que vous vous demandez sûrement comment est-ce que vous pouvez ben, voilà, améliorer vos accompagnements, comment vous pouvez faire pour aider différemment, comment vous pouvez mieux comprendre. Eh bien, effectivement, vous avez raison de vous poser ces questions-là si c'est ça, puisque vous faites partie de quelque chose qui peut renforcer, être un facteur de protection dans l'environnement, le contexte de la personne, puisque vous êtes là pour les aider dans l'insertion, dans le retour à une profession pour certaines personnes. Après, ça dépend, il y a énormément de personnes qui travaillent dans des milieux différents, mais je pense que vous voyez très bien là où je veux en venir. Mais vous êtes aussi un gros plus dans le facteur individuel. Vous pouvez permettre, ne serait-ce qu'en une ou deux phrases, en nommant que vous vous inquiétez pour la personne, que vous l'observez, que vous vous posez des questions, ou en lui conseillant des choses, vous pouvez changer les choses sur l'aspect bah, rentrer en relation avec les autres, estime de soi, gérer ses émotions. Ça peut venir très vite. Alors, oui, l'alcool, transmission génétique. Pouvez-vous revenir sur la question génétique? Ouais, alors, je l'ai mis parce que c'est des slides qu'on se passe de collègue en collègue. Enfin voilà, c'est notre source de travail. Génétique, il est mis dans le sens où on n'exclut pas le fait que pour certaines personnes, il y a des naissances. Alors ça reste assez rare en France, mais ça existe. Il y a des naissances en étant, enfin, des bébés qui naissent en état de manque parce que, il y a eu des consommations pendant la grossesse chez la maman. Voilà. Donc, on n'exclut pas ce facteur-là, même si c'est pas un facteur qui, enfin, ça reste pas la majorité des patients qu'on rencontre. Et en général, du coup, ces patients-là sont donc forcément vont être plus vulnérables durant leur vie à rencontrer des difficultés avec des produits, c'est possible, comme ils peuvent très bien s'en sortir, mais en tout cas seront amenés à être suivis plus près dès leur naissance, puisqu'en général, les suivis grossesse, c'est quand même, on a un bon système à ce niveau-là. En France, il y a des bons suivis qui permettent d'appréhender ça justement et de travailler la consommation avec la mère. Voilà. Je ne sais pas, voilà, si ça répond à votre question. De rien. Alors, on va pouvoir pas tarder à parler justement du déni, puisque je passe sur les usages. Euh, on n'est pas tous dépendants. C'est pas parce qu'on va consommer de l'alcool qu'on tombe dans la dépendance. C'est pas parce que on joue aux jeux vidéo qu'on est dépendant. Il y a différents modes d'usage et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut des fois peut-être faire le pas de côté pour pas être dans quelque chose qui va dramatiser la situation. Et pour ça, il faut comprendre les différents niveaux d'usage. Il va y avoir les personnes qui n'ont pas d'usage, hein. Il va y avoir les personnes qui ont des usages simples avec des produits, je sais pas, voilà, de temps en temps, je joue aux jeux vidéo, ça m'arrive d'être un peu excessif sur certains moments, week-end, etc. Mais je ne prends pas de risque, il n'y a pas de souci, je suis dans une consommation régulée, je suis au clair avec ça me fait du bien, je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Il y a des usages à risque dans certaines situations, des personnes qui vont, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Juste la consommation de cannabis, par exemple, ça peut être considéré comme un usage à risque, puisqu'on est sur un produit qui est illégal et qui donc mène un risque d'avoir une conséquence judiciaire. Déjà, après, sur la santé également, puisque de base, on n'est pas fait pour ingérer de la fumée, etc. Donc, il y aura toujours cette notion-là. Mais là, on va pousser un peu plus le risque. Le risque, ça va être aussi, par exemple, la reprise du véhicule après avoir consommé de l'alcool jusqu'à un certain niveau toléré. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, il peut y avoir cet usage à risque qui peut être pris. Ça peut aller jusqu'à l'usage nocif. L'usage nocif, c'est qu'il y a eu la conséquence.
soit le monsieur ou la dame qui est reparti au volant alors qu'elle avait bu 5 pintes, eh ben, s'est fait prendre et là, il y a eu un usage nocif puisqu'une conséquence a eu lieu à sa consommation. Euh, Soit parce que il y a eu accident pour elle ou pour un autre. Et donc là, on est aussi dans un usage nocif. En tout cas, sachez que quand on multiplie ces usages à risque et ces usages nocifs, c'est souvent là qu'est la porte de la dépendance. Elle n'est pas loin, en tout cas. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à différencier les deux, mais il faut être aussi vigilant au passage, entre le passage à risque et le passage avec une dépendance, en fait. Voilà, ça peut entraîner ça. Et ensuite, ben, on va appeler ça des troubles de l'usage. Euh, on va, on va analyser, en fait, on va regarder les critères de consommation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, les fameux impossibilité de respecter les obligations, le sevrage, etc. On va regarder tout ça et on va définir avec un process médical si la personne, elle est dans quelque chose de l'ordre du trouble léger, du trouble modéré ou du trouble sévère de la consommation. Voilà. Dans tout ça, il peut y avoir effectivement le fameux déni dont vous me parliez tout à l'heure en commentaire. Euh, Hop, ça passe à la suite. En fait, euh, je vais vous expliquer rapidement, c'est que concrètement, le déni, il peut prendre place à n'importe quel moment. Il peut prendre place au moment des usages nocifs, où on commence à voir que là, il y a un truc qui va pas trop, mais on est en train de passer la barre de la dépendance, mais voilà, c'est compliqué. Et en fait, souvent, moi, je vais vous le dire à ma manière, hein, d'accord, vous aurez peut-être une autre explication avec quelqu'un d'autre, mais moi, souvent, je dis que le déni, c'est que la personne, elle est passée, il y a eu un stade de souffrance qui a été atteinte très fort pour la personne à supporter et que ça a déclenché en fait quelque chose, un mécanisme protecteur. Et c'est un mécanisme protecteur psychologique qui vient s'enclencher, qui est hyper puissant. Souvent, je donne l'exemple du dessin animé euh, vice-versa. Alors, je sais pas, pour certains, peut-être vous avez des enfants, ou même sans enfants, j'ai pas d'enfants et je l'ai regardé plein de fois. Et ben, je regarde ça, vice-versa, c'est des petits personnages, émotions qui sont dans la tête, etc. Et moi, je me dis, en fait, le déni, c'est comme si c'était un personnage qui venait à partir d'un certain stade de souffrance et qui mettait un vidéo proche et qui projetait une autre réalité à la personne. Parce qu'elle se dit, OK, là, c'est bon. Là, tu as vu la souffrance, mais au final, ça t'aide bien sur ce plan-là. Donc moi, je vais faire en sorte que tu vois pas que la balance, elle est en train de réduire et pencher vers le bas. Et du coup, on va essayer de voir ensemble les choses un peu plus cool. On va avoir une manière différente de l'aborder. C'est-à-dire que on va avoir forcément un peu conscience de ce qui se passe, mais on va le traduire différemment. Et donc, ce déni-là, je pense que vous avez plus ou moins tous vu un jour euh, des dénis plus ou moins forts, hein. C'est pareil, il en existe autant qu'il n'existe de personnes sur Terre. Et ce déni-là, comment on peut enfin, y faire face? C'est que le conseil que je peux vous donner, euh, ça va être de nommer des faits concrets que vous pouvez observer. Ne surtout pas poser de jugement ou de pensée que vous aurez imaginé, je ne sais plus le terme, mais en tout cas de interprétation, voilà. Il faut vraiment essayer de voir avec ce que vous constatez. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de prendre une situation que vous pouvez peut-être rencontrer dans vos milieux. La personne, ne se rend pas plusieurs fois de suite à un rendez-vous, d'accord? Vous constatez que sur le troisième rendez-vous où elle vient, elle sent particulièrement fort l'alcool, par exemple. Je prends vraiment un gros cliché, mais bon, pourquoi pas. Voilà, elle sent fort l'alcool. Vous constatez qu'elle transpire, elle a tendance à trembler plus que la dernière fois. Vous la sentez un petit peu pas très cohérente. D'ailleurs, des fois où elle n'est pas venue, vous l'avez contactée, elle a répondu ou elle vous a laissé des messages vocaux. Ça semblait un petit peu bizarre. Voilà, c'était un peu spécial. Eh bien, quand vous allez revenir face à cette personne, même si dans votre tête, dans la situation que je viens de définir, on se dit que sûrement il y a eu une consommation d'alcool excessive et problématique, il ne faut pas l'amener comme ça, parce que ça n'aidera pas et ça même renforcera l'idée du déni. Il faut plutôt l'amener en nommant ce qu'on a constaté, en réfléchissant ensemble à est-ce que vous vous souvenez du message que vous m'avez publié? Vous avez vu, c'est pas très cohérent, ça me semble questionnant. Qu'est-ce que vous avez à m'en dire? Euh, j'ai constaté que là, il y a une forte odeur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous êtes allé dehors peut-être
enfin, est-ce que vous pouvez l'expliquer, en fait, tout simplement, vous savez d'où ça vient, etc. Parce que des fois, pour certaines personnes, la réalité que nous, on va percevoir n'est pas la leur. Et du coup, en laissant des mots comme plus, ça ne suffit pas, plus des choses comme je m'inquiète pour vous, ça m'interroge, je suis vraiment, euh, je suis vraiment embêtée de ça parce que aujourd'hui, moi, je sentais que vous avanciez dans le suivi, etc. Ça, en tout cas, en parlant de vous, en nommant vos émotions, vos ressentis, euh, vous, votre vision professionnelle et pas à sa place, eh bien, vous allez planter des petites graines, même si c'est mal reçu, même si des fois ça peut être violent en face la réponse. Ne vous inquiétez pas, ça laisse des marqueurs, ça laisse des traces, ça laisse des petites graines, et en fait, la personne elle-même décidera quand les arroser. C'est pas, malheureusement, c'est très dur, parce qu'on a un peu des fois cette tendance à avoir la cape du sauveur, de vouloir pour la personne le bien-être, le meilleur, etc. Mais ce sera elle qui choisira son moment. Mais en tout cas, ça ne sera que l'aider que de nommer les choses factuellement et de nommer aussi ce qu'on ressent. Alors, jusqu'à un certain stade, puisqu'on est en relation professionnelle ici, maintenant, si c'est dans votre vie privée, ben voilà, vous allez un peu plus loin. Mais en l'occurrence, en tant que professionnel, il y a une limite. Et du coup, cette limite, ça nous mène aussi à la posture, c'est que des fois, ben voilà, on est dans l'insertion, dans le social, etc. On a cette fibre-là. On a tendance à vouloir beaucoup pour la personne. Euh, et des fois, ça peut nous mettre en difficulté parce qu'il faut bien se rendre compte que justement, il y a cette limite et que jusqu'à un certain stade, on aura beau faire ce qu'on veut, et ben des fois, l'arrosoir, il n'est pas rempli et il se remplira peut-être pas. Mais en tout cas, on aura fait notre travail que de dire ce qu'on a aperçu, ce que nous, on estime être problématique selon nous, ce qui peut compliquer l'avancement, en tout cas, du projet, les objectifs non atteints, etc. Et à un moment donné, bah, il y a ses limites aussi. Et c'est là qu'il faut orienter, c'est là qu'il faut faire confiance aux autres professionnels, faire confiance à la personne, à ses propres choix, à ses propres limites et à ses propres décisions. Voilà ce que je peux en dire du déni. J'espère que ça répond à votre question. Ouais, je vous donne un petit repère de temps, Madame Raison, il Oui, est 14h53, oui. donc voilà, pour qu'on puisse De toute façon, là, avancer justement, vers la fin. Ouais. c'est ça, je voulais justement, là, c'est la fin du diaporama, puisque je voulais qu'on avance un peu plus avec vous. Si vous aviez des questions, je voulais vous laisser un espace. On s'est dit que ça serait intéressant. Donc, ben voilà, libre à vous de pouvoir intervenir. Je suis prête à vous écouter et à essayer de répondre à vos questions. Je sais pas si, c'est bizarre parce que je vous vois pas. Ça me fait très bizarre de parler en me demandant si vous Normalement, avez des vous avez la questions. possibilité d'activer vos caméras, je pense, de lancer les vidéos. Ah, bon, bah après, je veux pas vous embêter. Non, mais si, voilà, faut pas hésiter. Franchement, même en vocal, hein, vous désactivez le micro, vous n'hésitez pas, quoi, hein. Il n'y a aucun problème. Pas de tabou, on y va. Ouais, C'est le si moment. quelqu'un effectivement veut activer son micro, là, ça doit être possible aussi pour poser une question. Ouais, Par rapport à la slide là que vous avez présenté donc sur les 11 critères diagnostiques, des clés un petit peu justement que les professionnels peuvent avoir un petit peu en tête justement pour aborder le sujet de la conduite addictive. oui. Alors, il faut bien aussi, voilà, on peut totalement les utiliser pour échanger, pour pouvoir un peu plus évaluer la situation ou se réajuster nous-mêmes dans nos représentations, dans ce qu'on peut s'imaginer, parce que des fois, ça coche deux, trois cases, mais pas toutes les autres. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une grosse problématique, etc. Cependant, il faut aussi, comme je vous l'ai dit, faire attention. C'est un support, mais c'est aussi un support médical. On ne peut pas s'en servir pour faire un diagnostic, d'accord? C'est vraiment un corps médical qui peut faire ça, mais ça peut être un support pour vous de remise en question, un support d'échange. Ça peut vous donner des billes, des idées un petit peu pour pourra pas échanger, parler. Et oui, oui, complètement. On est d'accord en tout cas, moi, j'estime que ça peut servir et que de toute façon, c'est accessible, hein. C'est des choses que je vous transmets qui sont assez faciles à trouver quand on cherche juste la thématique addicto. Voilà, hein, de toute manière.
Ouais, pour déconseiller, ça peut aussi, d'ailleurs, ça pourrait aussi s'utiliser a posteriori d'un rendez-vous, par exemple, pour pouvoir prendre du recul sur une situation en se disant, bah tiens, Ouais, effectivement, ouais. qu'est-ce que je me pose des questions, bah du coup, effectivement, en ayant ces éléments-là, de pouvoir objectiver un petit peu des choses, peut-être, ouais. Complètement, voilà. Surtout si on se sent un petit peu débordé, comme je vous le disais, parce que des fois, on a nos propres histoires, nos propres vécus, nos propres idées. Et du coup, vous pouvez prendre du recul là-dessus et vous dire, bon, là, je trouve que moi, c'est un gros problème pour lui. Et puis, hop, on reprend du recul. Et est-ce que ça, on le sait? Est-ce que ça, on est au courant? Est-ce qu'on trouve que finalement, il respecte ses obligations, il fait ci, il fait ça? Ah, peut-être que finalement, il n'y a pas de si gros problème que ça. Et puis aussi, n'oubliez pas que pour certaines personnes, il y a une conscience de la consommation et il y a une consommation qui est choisie. Et dans ce cas-là, si ça impacte le cadre professionnel, il faut le nommer, il faut le dire, et la personne soit réagit, soit ne réagit pas, mais jusqu'à certaines limites, voilà, la personne est consciente aussi de jusqu'où ça peut aller, puisque vous êtes amené à poser le cadre, et ça aussi, c'est aidant de poser le cadre. Ça fait partie de la prévention. Ok. Bah, moi, je voudrais, je sais pas si on a le temps du coup, de Oui, poser une allez-y. dernière question. Allez-y, Swati. Excusez-moi. Du coup, je voulais savoir comment on peut formuler euh, le fait ou quel argument on peut donner ou information qu'on peut donner en disant que moi, je suis chargée d'accompagnement à l'emploi, donc que mon accompagnement peut s'arrêter là et que je vais le diriger vers un autre organisme qui peut l'accompagner. Mais qu'est-ce que l'autre organisme va lui apporter? Comment je présente ça, en fait, pour le rassurer, pour lui donner l'envie d'y aller? Alors, pour vous, Swazik, je ne sais pas, est-ce que vous êtes inscrite sur le prochain webinaire? Alors, malheureusement, je ne peux pas être là. Je devais m'inscrire, mais je ne vais pas pouvoir être là. Ok. Alors, j'ai le nom des organismes. Ouais, Parce qu'il y a un manuel qui a été fait par le oui, département sur oui, sur tous les sites. Donc, je vais me servir de ça, mais je ne pourrai pas ouais. assister à la visio. Alors, vous avez eu quelques éléments déjà en vous expliquant un peu sur quoi on intervenait. Vous savez, sur le triangle, quand j'ai dit il y a les éducs qui font ça, les psychos, etc. Euh, Par contre, bah, ça va être très long comme réponse, donc je ne vais pas m'engager dans cette réponse-là, mais ne vous inquiétez pas. Normalement, les webinaires, ils sont possibles enfin, il est possible de les revisionner. Justement, le deuxième webinaire, c'est sur ça, c'est sur l'orientation. Ouais, Comment on ok. oriente, qui sont les personnes vers qui on oriente, comment est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qu'on fait avec eux concrètement pour que vous puissiez justement l'orienter et lui présenter. Donc, je vous inviterai vraiment à le regarder. Vous passerez un petit peu jusqu'au moment où ça vous intéresse, mais vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo prochainement du coup. Donc, comment je fais pour l'avoir, du coup, cette vidéo? Excusez-moi. Alors ça, c'est pas moi qui va vous dire, c'est Alors, mon collègue. en Ouais, fait, parce que du coup, comme je peux pas m'inscrire, du coup, à Ouais, au prochain, puisque je ne serai pas là. les vidéos, les replays de nos webinaires, donc effectivement, ils sont disponibles sur le site Pro Choisir mon métier Pays de la Loire. Donc vous allez dans la rubrique accompagnement des territoires. Je vais partager mon écran pour vous montrer. Ouais, je suis en Euh, train de noter, mais Hop là. Normalement, vous devez le voir mon écran. Donc quand vous êtes sur le site, hein, sur l'accueil du site, ici, non, vous on allez voit dans... pas votre écran. Excusez-moi. En tout cas, moi, je vois Ah, ah rien. oui, ok. c'est parce que c'est moi, c'est de ma faute. Non, non, mais pas de souci. C'est que je Voilà. suis pas allé au Voilà. bout. Ok, Ça super. y est, vous le voyez. Ouais. Donc effectivement, ici, vous allez dans accompagnement des territoires. Vous voyez replay et support. Et donc, vous voyez ici le dernier webinaire du 13 octobre. On retrouve la vidéo en cliquant ici. Donc, c'est sur la chaîne YouTube du Carrefour F. Et puis, en général aussi, on retrouve le support aussi qui ont été présentés. En fait, on retrouve les supports ici. Vous pouvez cliquer dessus pour les télécharger également, quoi. Et C'est je vous, très clair. C'est très clair. Merci ouais. beaucoup. Et Super, bah, vous aurez tout ça. Mm. je vous précise également qu'effectivement, on va vous renvoyer à tous par mail, du coup, le support qui a été présenté par Addiction France aujourd'hui. Et puis, on vous enverra également un lien pour un formulaire d'évaluation. Voilà. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura tous les éléments de réponse dans cette vidéo parce que si je vous réponds là, je risque d'oublier des choses ou pas être pertinente et ça sera embêtant quand même parce que c'est vraiment une très bonne question et du coup, il y a des choses à dire là-dessus.
Ok, je vois pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Donc, bah, écoutez, si ça vous convient, on va pouvoir en rester là pour aujourd'hui. Et puis donc pour ceux qui peuvent participer, on vous donne rendez-vous donc à 11 heures la semaine prochaine, jeudi prochain, donc 16 novembre, pour donc effectivement être davantage sur la question des lieux ressources, comment réorienter. Merci beaucoup pour tous vos messages, c'est très gentil. Ça me fait plaisir de voir que visiblement ça a été clair pour vous et pertinent. C'est plutôt rassurant aussi quand on est derrière un écran. Moi, c'était mon premier webinaire. Donc je vous remercie pour votre attention et votre participation. C'est vraiment sympa. Et puis bah, je vous retrouve peut-être la prochaine fois sur le prochain webinaire ou alors en replay. Donc je vous dis à bientôt dans tous les cas. Et puis je vous souhaite une très bonne journée.